socialiste et du moment. Pour nous, les partisans du revenu de base, nous pensons que le revenu de base est une révolution culturelle. De révolution, peut-être un lien. Donc justement, c'est le but du débat. On va voir si on peut lier l'IA et le revenu de base. Pour ça, on a invité 3 personnes forcément exceptionnelles. On a invité Fabien, ingénieur, chercheur en IA. Il est de ces spécialistes qui nous permettent de profiter de ces merveilleuses inventions et qui tous les jours nous permettent de rédiger un devoir de français quand on a effectivement oublié qu'on avait à le faire. On a aussi Isabelle. Isabelle, c'est une réalisatrice, une artiste. Et avec un collectif, elle prépare une série de documentaires sur le revenu de base. Pourquoi est-ce que c'est intéressant qu'elle soit là? Parce que quand il y a quelque chose de nouveau, on a besoin de changer nos points de vue, on a besoin d'avoir un avis un peu artistique. Et enfin, the last but not the least, on a Ariel. Ariel, il est journaliste, écrivain, essayiste, et il est surtout membre du collectif de rédaction de la revue Multitude. Revue Multitude qui accompagne le revenu de base depuis son existence, depuis le démarrage. Dans ses derniers ouvrages, en 2020, dans les imaginaires du futur, entre fin du monde, IA, virus et exploration spatiale. Mais il y a aussi son dernier ouvrage, la philofiction des imaginaires alternatifs pour la planète. Du coup, lui, après les 2 premiers interlocuteurs, va permettre de prendre tout ça, de le mélanger et de dessiner le futur. Mais avant ça, puisqu'il se trouve que, il paraît que j'ai une certitude de chef de projet IA et que j'entends beaucoup de bêtises sur l'IA, je me dis que je vais vous poser 2-3 trucs. Ne vous inquiétez pas, ce sera hyper rapide, ce sera simpliste. Voilà. Mais c'est juste pour savoir de quoi on cause. Parce qu'on en cause, mais on ne sait pas vraiment de quoi on cause. Donc d'abord, avant même l'IA, on parle d'informatique. L'informatique, c'est simple, c'est juste le traitement automatique de l'information. Et pour vous dire à quel point c'est simple, vous prenez un métier à tisser jacquard, c'est-à-dire l'idée qu'on ne parle pas d'ordinateur, de rien du tout, qu'on a une manière de tisser, en fait, on a des informations relatives à la manière dont on peut tisser et préparer un tissu, voilà. Et là, on fait une carte perforée, on le met dans une machine et ça le fait. Voilà. Donc là, on est sur le traitement automatique de l'information. On n'a pas besoin d'ordinateur, tout ça. Comment est-ce que je fais pour traiter automatiquement une information? Et là, dans ce cas-là, on est sur un truc connu. On sait où on veut faire passer le fil, quelle couleur on veut. Mais quand un problème devient difficile, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Exemple simple, on a un jeu d'échecs. On prend le nombre de positions possibles de toutes les pièces sur un échiquier. On a clairement plus de positions possibles qu'il n'existe d'atomes dans l'univers. On comprend qu'on ne pourra jamais être certain que le jeu qu'on fait, la position qu'on fait est la bonne. Du coup, il faut trouver d'autres méthodes. D'autres méthodes, il va falloir se dire, arbitrairement, j'enlève cette possibilité, et celle-là, je ne l'étudie pas. D'accord? Donc on va commencer à le faire de manière logique, scientifique. Bah, ça, si on fait ça, on est sûr que c'est foutu. Donc on ne le fait pas. Puis ça ne suffit pas. Et on se dit, j'ai besoin d'un peu de deviner. En fait, je vais vous regarder, en moyenne, si je fais ça, je perds, si je fais ça, je gagne. Et on va rentrer dans le domaine des probabilités. On est sur des probabilités. Et les intelligences artificielles les plus performantes, celles dont on parle beaucoup, se basent essentiellement sur ça, sur ces probabilités. Donc on n'est pas, et on entend souvent ça, en train de dire on apprend la vérité à la machine, pas du tout. On lui donne juste plein d'exemples qui vont dans le sens qu'on veut. Voilà, tout simplement plein d'exemples, on ne sait pas dans quel sens on veut, mais il va se baser sur la moyenne de ces exemples et c'est tout. Il ne va pas chercher une vérité quelque part. Et là, concrètement, on va parler, et là c'est vers la fin, de 2 petites capacités qui nous permettent de parler et que justement l'ordinateur fait très bien le même chose mieux que nous. C'est de repérer des mots. Des mots, c'est une simple unité. Repérer des phonèmes, repérer des mots tels qu'on connaît, repérer des phrases, voilà, et donc transformer tout ce gloubi-boubia en unité. Voilà. Ce qu'on fait par exemple avec de la reconnaissance. Quand on fait la reconnaissance d'image, on va reconnaître des petits schémas un peu partout. Et au lieu d'avoir un gros truc flou, on a des trucs.
ensemble, mais des trucs unitaires. Ces trucs, je viens de dire, qui vont ensemble. Ça veut dire que l'autre chose qu'on va chercher, c'est comment est-ce qu'on met ensemble ces différents éléments. Donc, pour résumer, même si c'est très simpliste, ce que nous fait l'IA générative, elle va reconnaître des unités, elle va reconnaître comment est-ce que je les mets ensemble. Elle va voir en moyenne, dans tel contexte, quand j'ai vu telle chose, alors je vais faire apparaître telle autre. C'est pas du tout une vérité, mais c'est bluffant parce que c'est tellement puissant les ordinateurs qu'ils ne sont pas capables de nous faire des phrases, des textes qui sont géniaux. On a l'impression qu'ils disent quelque chose de vrai. Non. Ils disent juste, grosso modo, j'ai étudié 1 milliard de textes, et grâce à ça, je sais qu'avec tel mot, tel jour, je mets celui-là après, celui-là après. Et pour nous, c'est franchement bluffant parce qu'on arrive à des choses géniales. Voilà, c'était pour un peu donner faire un cadre général, parce que souvent on a l'impression que l'IA c'est magique, juste des programmes. C'est pas la seule forme d'IA, pas compliqué. Voilà. Donc l'IA ne présente pas de vérité, juste un ensemble de mots, de phrases, de paragraphes, de textes, voilà, qu'on peut considérer, parce qu'on les retrouve souvent, on retrouve la même philosophie ailleurs, comme socialement acceptable par les gens qui vont l'utiliser. Et c'est tout, on n'est pas du tout sur de la vérité. Après ce truc un peu laborieux, voilà, on va donner la parole au vrai praticien, à celui qui, tous les jours, nous permet d'utiliser du coup les IA. Vas-y Fabien. Merci François. Alors, juste pour rappeler aussi, je suis membre du MFRB, donc rejoignez-nous si vous voulez. Oui, merci d'ailleurs François pour ton introduction sur l'intelligence artificielle et justement comment on peut définir l'intelligence artificielle. Il y a quelques nuances où je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, étant donné que je suis dans le domaine, je suis un petit peu biaisé. Alors aujourd'hui, mon propos il porte principalement sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie et pourquoi je pense que l'intelligence artificielle va nous amener aux limites de l'économie de marché. Et enfin, pourquoi je pense que le revenu de base peut nous aider d'une part à limiter les effets négatifs de l'intelligence artificielle, mais aussi limiter les effets négatifs en soi de l'économie de marché en elle-même. Donc, vu que François a très bien défini l'intelligence artificielle, je ne vais donc pas le définir. Il y a quelques petites nuances que j'ajouterais, c'est qu'aujourd'hui, même si elle ne fait pas une moyenne statistique, en fait on peut parler de moyenne statistique, aujourd'hui on rentre quand même dans une nouvelle ère où on essaie d'entraîner les modèles à faire un raisonnement causal. C'est-à-dire qu'on entraîne des intelligences artificielles à suivre un raisonnement. Certes, on ne sait pas encore les schémas mentaux, on va dire, dans ce qui se passe, mais c'est pas non plus un raisonnement comme nous on le fait. Mais aujourd'hui, on est en train de faire ça, c'est ce que ça s'appelle les intelligences artificielles agentiques, qui donc, en fait, vont apprendre à raisonner et en même temps interagir avec l'environnement bureautique et donc faire des actions sur, par exemple, de bureaux, comme de manière complètement autonome. Et donc ça, aujourd'hui, ça commence à bien marcher, on n'est pas encore au point, parce qu'en fait, on n'a pas encore trouvé tous les éléments pour bien faire des agents. Néanmoins, moi, je fais partie de ceux qui sont certains qu'au bout d'un moment, on va arriver à un moment où les intelligences artificielles auront le potentiel de faire l'ensemble des métiers qui existent aujourd'hui. Pourquoi je pense ça? Je suis un peu radical, hein, je suis désolé. Pourquoi je pense ça? C'est parce que, d'après moi, aujourd'hui, les moyens qu'on met en intelligence artificielle, c'est pourquoi? C'est pour produire ce qu'on appelle une intelligence artificielle générale. Et donc les intelligences artificielles générales, c'est des intelligences qui cherchent à, on va dire, mimer les compétences qu'ont un humain. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là, hein. Mais concrètement, on entraîne des intelligences artificielles, on les développe pour qu'ils développent des capacités créatives, des capacités réflexives et même des capacités techniques. Et donc si un jour on y parvient, je ne pas dit qu'on y arrive tout de suite et c'est pas ChatGPT qui va le faire, et bien si un jour on y parvient, il y a un potentiel vraiment de remplacer l'ensemble des métiers si, en plus de ça, ils sont plus compétitifs, ils coûtent moins cher qu'un être humain. Et pour vous convaincre un petit peu, je suis désolé, je vais faire un peu descendre. En fait, aujourd'hui, il faut juste regarder combien on investit dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. On parlait beaucoup d'argent. En tout cas, pour l'intelligence artificielle, on en trouve facilement. Il y a 2 ans, on investissait 20 milliards dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle de 1000 milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle. C'est quand même phénoménal. Donc, si toutes les entreprises en plus sont en compétition les unes contre les autres et qu'ils doivent maximiser les bénéfices, à terme, les entreprises vont tous converger par utiliser uniquement des intelligences artificielles pour être compétitives.
Et là, aujourd'hui, je vous parle uniquement d'intelligence artificielle qui est appliquée dans le domaine du numérique, on va dire, mais à terme, on va avoir des intelligences artificielles qui vont être appliquées dans le domaine de la robotique. Et donc là, je vous demande juste de regarder ce que fait juste NVIDIA, qui développe des robots, justement, pour faire interagir avec le réel, et donc faire un peu tout ce qu'on parle de travaux manuels, etc. Et donc là, il y a vraiment un potentiel de toucher tout le travail qui existe aujourd'hui. Et moi, la question que j'ai envie de plus poser, c'est est-ce que c'est grave, finalement, que tous les travails viennent à disparaître avec l'intelligence artificielle? Est-ce que finalement, c'est grave? Alors, déjà aujourd'hui, on peut pas nier, c'est que le travail, c'est le moteur de toute notre société. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, concrètement, s'il n'y a pas de travail, il n'y a même pas de système de redistribution. Donc s'il n'y a pas un moyen, s'il n'y a personne qui travaille, le système ne peut pas marcher. Donc si on ne trouve pas des alternatives aujourd'hui face à cette problématique, eh ben, on va vers une crise économique et sociale qui est peut-être sans précédent par rapport à tout ce qu'on a eu. Je suis un peu alarmant, je suis désolé, mais moi en fait je suis plutôt confiant. Pourquoi je suis confiant? Parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus conscience de cette problématique. Et finalement, en fait, on n'est pas là. C'est pas demain qu'on va avoir des intelligences artificielles qui vont nous remplacer dans tous les métiers. Peut-être que les entreprises aujourd'hui vont dans cette direction, mais peut-être que ça arrivera quand on ne sera pas tout jeune, quoi. Et donc, si ça arrive un jour, eh ben, il faut préparer en fait cette transition. C'est ça l'idée en fait qu'il faut se dire. Et donc il faut agir en fait politiquement. Et en fait, aujourd'hui, les politiques vont pas du tout dans ce sens. Si on regarde comment fonctionnent les aides sociales aujourd'hui, juste on regarde le RSA. Aujourd'hui, on a un RSA qui devient, conditionné au travail. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va dans l'opposé de la logique qu'on devrait faire avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Et dans tous les cas, en plus, on va vers un paradoxe économique qui est évident avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que le revenu de base peut être une solution face à ce type de problématique. Pourquoi? Parce que contrairement à toutes les aides conditionnelles, le revenu de base, il est inconditionnel, et il peut limiter les effets négatifs qu'il peut y avoir avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Et d'autre part, dans tous les cas, on va vers un paradoxe économique. C'est-à-dire que si un jour on vient dans une société où tout le travail est remplacé par des intelligences artificielles, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui travaille. S'il n'y a plus personne qui travaille, donc il n'y a plus de consommateurs. Et donc s'il n'y a plus de consommateurs, on se retrouve avec une économie de marché qui se retrouve à plus pouvoir marcher. Donc deux logiques, on va se retrouver vers un dilemme à un moment donné où notre système ne pourra pas marcher tel qu'il est. Et donc c'est pour ça que moi je pense que le revenu de base peut être une solution, parce que finalement il réfléchit la manière où on pense notre système économique. Et en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, le revenu de base c'est un outil qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que la plupart des autres aides qui doivent justement s'adapter à chaque fois avec des nouvelles législations. Là, le revenu de base, il peut directement s'adapter à l'économie. Donc moi je ne dis pas que l'objectif du revenu de base c'est de sauver l'économie de marché, mais c'est qu'il nous permet de nous préparer à un temps de réflexion face à ce dilemme qu'il va y avoir avec l'intelligence artificielle. Et en fait, le revenu de base, pour moi, il réfléchit au-delà de tout ce qui touche en fait, au revenu en soi. Il réfléchit à notre droit d'existence. Donc, quels moyens on met aujourd'hui pour réfléchir à l'avenir qu'on va avoir face à tous les enjeux? En plus, je ne parle pas de l'intelligence artificielle, mais je ne vais pas vous... voilà. Donc moi, en fait, finalement, là, je suis quand même... je ne sais pas si je vous ai rassuré ou je vous ai rendu un peu pessimiste. En tout cas, moi, je suis quand même plutôt confiant, parce que dans tous les cas, si on va au bout de l'économie, ça veut dire qu'on va dans un monde où peut-être que même un jour, l'argent ne sera peut-être même plus nécessaire. Donc ça, c'est un peu mon point de vue. Et donc, un peu comme dans Star Trek, où on arrivait au-delà de l'économie. Et donc là, je vais un peu mâcher sur la science-fiction de Ariel. Mais si on arrive au-delà de l'économie, c'est-à-dire que l'argent n'est plus nécessaire, et donc on revient à un système qui sera peut-être plus équitable. Par contre, pour que ce système arrive, il faut déjà qu'il y ait des outils qui permettent de mettre en place ce type de logique. Et donc pour moi, ce type de logique, elle peut être atteint avec le revenu de base. Voilà, et c'est tout ce que je voulais dire. Heureusement qu'à la fin, tu es positif. Très pareil. Du coup, j'ai vraiment besoin de t'entendre, Isabelle, pour donner, j'espère, un peu de recul artistique à ça, parce que là, du coup, en plus, c'est le spécialiste, lui, qui le fait vraiment et qui voit vraiment ce qui se passe. Je me dis que j'ai besoin de respirer. J'espère que tu vas me permettre de respirer. Vas-y, prends la parole. Donc, merci déjà de m'avoir invité, parce que pour le coup, moi je ne suis absolument pas spécialiste de l'intelligence artificielle. Je commence à peine dans mon métier de réalisatrice et de monteuse en expérimenter quelques éléments. Mais peut-être qu'on en parlera après. Ce que je vais d'abord vous proposer, il y a dans la salle deux de mes acolytes
sur une série que nous essayons de produire pour l'instant et pour laquelle nous n'avons réalisé que quelques teasers pour aller chercher des financements grâce à un crowdfunding. C'est une série justement qui interroge au-delà du revenu de base l'enjeu de la garantie de nos moyens d'existence. Voilà. Et du coup qui interroge tout notre modèle de protection sociale. Bon, pour l'instant c'est un peu limité à notre territoire national, mais on espère bien évidemment qu'avec d'autres financements on pourra aussi aller voir ailleurs. Donc, voilà. Et là on travaille actuellement au montage du premier épisode. Donc Vincent et Boris, je vous remercie peut-être de vous identifier. Voilà, c'est donc nous sommes tous les trois co-réalisateurs de cette série. Et là on vous propose, alors c'est un petit peu vous qui l'avez choisi et on vous en remercie, de visionner l'un des teasers qui s'appelle « T'en as parlé avec Machine ». Si vous connaissez déjà le numéro du service souhaité, vous pouvez le taper dès maintenant. Pour actualiser votre situation mensuelle, tapez 1 pour obtenir des justificatifs, consulter ou modifier des informations de votre dossier. Tapez 2. Vous avez besoin d'assistance pour vous inscrire ou pour modifier votre premier rendez-vous. Tapez 3. Vous souhaitez des informations, des conseils sur votre situation, ou vous avez besoin de rectifier votre dossier. Finalement, les robots n'ont pas remplacé le travail, globalement, mais ils l'ont intensifié, en fait. Et dans une logique, pas d'amélioration, dans une logique d'intensification du travail pour l'humain, de contrôle. On a du mal à se projeter dans un emploi tel qu'il est aujourd'hui. C'est aussi un chiffre qui, moi, personnellement, frappé au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites. Il y avait quand même 37% des Français qui disaient « Je ne sais pas si j'irai jusqu'à la retraite dans ces conditions-là ». Consulter ou modifier des informations de votre dossier. Tapez 2. Vous avez besoin d'assistance pour vous inscrire ou pour modifier votre premier rendez-vous. Tapez 3. Vous souhaitez... Le paradigme de l'humain idéal aujourd'hui, c'est la machine. Enfin, même mieux que la machine, ce sont les algorithmes. C'est depuis, on va dire, la deuxième moitié du 19e siècle, cette façon de considérer que le meilleur qui puisse arriver à l'homme, c'est de pouvoir se transformer en machine. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on sait tous qu'il va y avoir une mise au chômage, une précarité généralisée qui va se faire dans des milieux et des classes qui sont plus simplement prolétaires, donc dans la mécanique, mais aussi dans ce qui va être cognitif, réflexif, etc. Moi, tu me parles de la question des jeunes, etc., dans les banlieues. Quand tu vas leur parler, qu'est-ce qu'ils te demandent? Ils disent, on veut faire de la maille, de la moula, quoi, en gros, quoi. Et leur imaginaire, on parle de bataille d'imaginaire, c'est quoi? C'est pour s'émanciper du capital, parce que c'est ça l'idée, hein. Pour s'émanciper du capital, c'est footballeur, star de hip-hop. Et c'est la même chose pour les classes moyennes. C'est quoi qu'ils veulent? C'est être artiste, concrètement. Donc c'est aussi une émancipation du capital sous prétexte d'une passion, mais encore une fois, c'est de se sortir de la violence et du diktat du capital en termes de violence. Bon, juste de dire déjà simplement, en fait, tu vas arrêter de souffrir, tes parents, en fait, ils vont être à l'abri, parce que c'est ce que veulent faire tous les gamins, je veux dire concrètement dans les banlieues, là, c'est une bataille d'imaginaire. Pourquoi? Parce que t'as dit que tu m'aimais pas. Si certains sont intéressés, de toute façon peut-être dans les comptes rendus, on pourra vous fournir les liens pour aller voir tous les autres teasers de la série.
Déjà, d'une part, moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est aussi touche pas, c'est-à-dire que je suis... et pourquoi on s'est attaqué aussi à ce sujet-là, même si le déclic a été, pour le lancement de cette série, l'enjeu du conditionnement du RSA qui nous a un petit peu, on peut dire, fait péter les plombs, on va dire, mais c'est un sujet qui nous intéresse depuis longtemps, et ces enjeux de garantie des moyens d'existence, parce que j'ai toujours beaucoup de mal à choisir entre les différentes propositions, revenu de base, revenu universel, salaire à vie, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous concerne nous, et moi qui m'a profondément intéressée, puisque je suis intermittente du spectacle, et que je bénéficie donc depuis le début de ma carrière d'un salaire socialisé, qui est une forme pour moi d'expérimentation de ce que pourraient être ces garanties de moyens d'existence, même si bien sûr, là, c'est particulièrement conditionné, puisque je dois fournir un certain nombre d'heures de travail. Et voilà pourquoi aussi ce sujet nous tient à cœur, puisque moi je suis rentrée dans l'intermittence en 91, c'est-à-dire à partir du moment où il a fallu vraiment commencer à se battre pour que ce régime soit maintenu, et que l'un des principaux arguments de la défense, c'était ce que nous défendons pour tous. Et c'est bien cette idée-là que notre condition nous semblait souhaitable de l'élargir à l'ensemble des travailleurs. Et quelque part, donc, d'aller vers un revenu de base ou un salaire à vie ou toute autre proposition. Pour revenir à l'IA, effectivement, et moi, mon inquiétude en tant que créatrice, c'est effectivement, il y en a plusieurs. Il y a d'une part le fait que c'est très utile. Vraiment, actuellement, là, je découvre la transcription automatique des très longs entretiens que je peux faire en documentaire. Parfois, on fait pas des interviews où on pose des questions et des réponses, mais on parle longuement avec les gens qu'on filme. Donc, on a parfois 1 heure, 1 heure et demie d'échange avec quelqu'un. Et la transcription automatique par l'IA, c'est une petite révolution. Mais clairement, ça m'amène aussi à travailler différemment. C'est-à-dire que c'est intéressant, mais du coup, mon travail change. Parce que lorsque j'étais obligée d'écouter ces entretiens pendant de longues heures, à les retranscrire, quelque part, je me les réappropriais. Là, le fait que la machine le fasse pour moi, je suis obligée de changer ma méthode de travail et de dérochage. C'est-à-dire qu'après, je re-regarde les rushs et je suis en méthode de transcription. Donc, j'ai une autre approche. Donc voilà, je commence à sentir que je travaille différemment. Ça, voilà, est-ce que c'est intéressant? Quelles conséquences ça va avoir sur mon travail de création? Je suis effectivement en train de l'expérimenter. L'autre truc génial, c'est que c'est vrai qu'il y a un t-shirt que j'adorerais trouver, c'est on fera ça en post-prod, on verra ça en post-prod. Mais là, ça pose réellement un vrai problème. C'est-à-dire que maintenant, même si le son a été pourri à la prise de vue, l'intelligence artificielle va me le récupérer d'une manière phénoménale. Et là, ça m'inquiète beaucoup, parce que là, on va vraiment vers une prolétarisation de nos métiers. On va vers une perte des savoir-faire. Si la machine le fait, je ne vais plus avoir besoin des hommes pour le faire. Donc, voilà, comment va-t-on prendre en charge ça? Et après, il y a un autre problème, et alors là, je vais rentrer plus dans l'enjeu du champ artistique. C'est-à-dire que c'est bien quand la voix est totalement isolée, mais elle est effectivement presque totalement isolée. Donc, je peux graduer. Mais c'est vrai que toute l'ambiance dans laquelle j'ai pris la voix, et là, ça relève de mon intention à moi de réalisatrice. Où est-ce que j'ai fait, ou pu faire parfois, c'est vrai que dans les cas où j'ai pas pu trop choisir les espaces dans lesquels je faisais des entretiens, le fait de pouvoir avoir une voix super clean à la fin, ce sera très bien, mais en même temps, parfois, je vais pouvoir décider de faire des entretiens dans des ambiances sonores particulières. Donc après, comment je traite ces sons-là avec l'IA, ça va mettre en jeu effectivement tous mes enjeux en moi d'écriture. Donc voilà, ça me pose actuellement un certain nombre de questions auxquelles je n'ai pas de réponse parce que je commence juste à expérimenter ce que l'IA va me permettre pas de faire. Je pense que ça peut être un outil très intéressant, y compris même pour de la recherche, y compris même pour de la création d'images, avec des IA génératives d'images, y compris même, pourquoi pas, sur de la création d'ambiances sonores que je vais vouloir rajouter à mes films. Je pense qu'il y a un vrai outil. Mais pour moi, c'est un outil qui ne va pas me remplacer. J'ai du mal à imaginer qu'il puisse me remplacer, clairement. Par contre, il est clair que dans le cadre de ce qu'on appelle l'industrie
ça y est, j'ai perdu le nom, les industries créatives et culturelles, n'est-ce pas, auxquelles je ne participe pas, et ça c'est justement le régime de l'intermittence du spectacle qui m'a permis d'avoir cette liberté de ne pas participer à cette production de flux, ou à des productions qui défendraient des idées qui ne sont pas les miennes, mais en tout cas toute cette industrie créative et culturelle aujourd'hui, alors là je ne doute pas un instant que l'IA puisse être hyper performante. Elle va nous pondre tous les scénarios potentiels, elle va nous créer tous les décors potentiels, elle va même nous créer des comédiens, parce qu'il suffira de les numériser. Donc je pense que là, effectivement, mais on va être dans une production de flux, et on va être dans une production, moi, qui m'interpelle énormément. J'ai longtemps fait de l'éducation à l'image. Et l'une des interventions que j'aimais le plus faire avec les gamins, parce que ça marchait souvent très très bien, c'était de voir avec eux un petit peu comment le montage avait évolué au fil de l'histoire du cinéma. Voilà, donc l'entrée pour les profs était super rassurante. Je leur expliquais comment on était passé du montage narratif au montage expressif et au montage intellectuel. Mais en fin de compte, le principal enjeu de cette intervention, c'était de leur montrer à quel point le cinéma est politique et à quel point le cinéma façonne nos modes de pensée. Et que, contrairement à ce qu'on croit, le cinéma soviétique, qui se revendiquait profondément un cinéma de propagande, a été au final bien moins que ne l'est le cinéma américain hollywoodien, qui se revendique du divertissement, de l'entertainment, mais qui fait que lorsqu'on regarde toutes les voitures dans lesquelles on roule aujourd'hui et les frigos à double porte que vous avez peut-être chez vous, on se demande pas d'où ils viennent. Mais c'est clairement... Donc il y a une puissance, le cinéma a une puissance dans la guerre des récits, qui est fondamentale, et je ne suis pas sûre que si ce ne sont que des IA qui créent des objets audiovisuels, on échappe, je pense qu'on pourra échapper à cet enjeu de façon, oui, de la manière dont tout ça façonne nos esprits, façonne nos manières de voir le monde. Et là, je ne suis pas sûre vraiment que l'idée de revenu de base gagne en résonance dans les débats, parce que je ne crois pas que ce sera les productions qui seront les plus produites par les IA dans le cadre de nos industries culturelles et créatives. Voilà. Donc je pense après qu'on peut échanger éventuellement sur d'autres aspects, mais je suis curieuse d'entendre Ariel et ses propositions de futur. Donc, merci Isabelle, et puis vas-y Ariel, vous avez été très bien présenté. Ok. Bon, je suis en train de me dire, je regardais le cahier sur lequel j'ai tout mis notes par rapport à ce que j'allais dire. C'est illisible pour moi, pour le IA, je pense que c'est même pas la peine d'y penser 30 secondes. Il y a des flèches partout, des grands A, des 3, des je sais pas quoi, et il est clair qu'avec une base comme celle-là, de toute façon, je ne sais pas encore ce que je veux dire. Voilà. Donc, déjà, je trouve que c'est assez rassurant. On a chacun nos techniques. Alors, c'est pas pour ça que je n'ai pas un esprit organisé, aussi bien qu'une IA, mais quand même. Donc, je vais développer un propos en 3 moments. Le premier moment, je vais m'appuyer sur un auteur de science-fiction pour développer une conviction par rapport à l'intelligence artificielle et par rapport au revenu universel. L'auteur dont je vais vous parler s'appelle Kim Stanley Robinson. C'est un auteur américain californien. Le dernier livre paru en France, donc, de Kim Stanley Robinson, il est sorti en octobre 2023. Il est sorti aux États-Unis un petit peu plus tôt, puisque c'était en 2020, il serait déjà ancêtre. Donc en 2020, c'est le ministère du futur. Dans le ministère du futur, on parle d'une dystopie, une canicule en Inde, c'est tout à fait crédible, qui tue 20 millions de personnes. Et à partir de ce pire, ce qu'imagine en fait Kim Stanley Robinson, c'est comment on peut renverser la tendance. Comment ce serait possible, à partir du pire, avec une sorte de machin de l'ONU, avec des terroristes, avec des catastrophes qui se multiplient, en une quarantaine d'années, de passer d'une logique où on voit le pire, on a le sentiment de ce délitement permanent, on ne pas parler d'effondrement, comment ça aurait été possible. Voilà. Et il met en scène, en fait, des personnages, des éléments, pour
pour une histoire qui serait un renversement par rapport à cette dystopie de départ. Ce qui est intéressant, et c'est pourquoi je prends l'exemple de Kim Stanley Robinson, c'est parce que l'une des clés de Kim Stanley Robinson, c'est que, dans laquelle je me retrouve, et dans laquelle se retrouvent à mon sens beaucoup des personnes ici présentes, c'est que notre préoccupation première, c'est les conditions d'habitabilité de la Terre. Je considère que l'enjeu écologique par rapport à l'enjeu numérique, voilà, j'en ai grec, c'est une blague, quoi, hein, par rapport à ce qui nous attend, c'est une vaste fumisterie. Bon, si c'est un enjeu, hein, voilà, donc c'est important, ça transforme, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant chez Kim Stanley Robinson, c'est qu'il pose une critique dans ses romans, mais qui n'est ni technophobe ni technophile. C'est ça la véritable technocritique, et sur la base de ces conditions d'habitabilité de la Terre. Donc tout son bouquin, Le ministère du futur, est un plaidoyer écologique, bien évidemment, mais parmi les clés qu'il met en scène, il y a une sorte de réseau social via IA, il y a des éléments potentiellement utilisant la technologie. Il y a le revenu de base, qui n'appelle pas comme ça, une sorte de revenu universel, parce que de fait, dans le ministère du futur, il essaye de coaguler tout un tas de micro-utopies comme le revenu universel, comme les coopératives de Mondragon par exemple, hein, donc, tout ce qui est de l'ordre de l'économie sociale et solidaire, pour tisser une réponse qui, au même titre que des éléments qu'on ne maîtrise pas comme un véritable terrorisme écologique, comme des véritables catastrophes, vont contribuer avec tout un tas d'associations à faire évoluer les choses. Dans un sens qu'il souhaite, puisque c'est lui-même un militant écologique, et qui n'est pas tout à fait dans l'esprit du gouvernement actuel des États-Unis. Voilà. Donc, il y a ce bouquin-là, et il y a un autre livre intéressant, qui est plus ancien, qui date de 2013, qui s'appelle 2312, et alors où il est moins optimiste d'une certaine manière que dans le ministère du futur, puisque dans le ministère du futur, il met en scène cette possibilité, cette potentialité d'un renversement. Il explique comment la patronne de cette ONG se heurte aux banques centrales, au début il se fait ridiculiser, etc., jusqu'au moment où ils s'aperçoivent qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix, hein, pour sauver ce qu'ils peuvent sauver du capitalisme, de leur propre business, ils ont besoin d'une petite révolution. Dans 2312, notamment, Kim Stanley Robinson m'enseigne une historienne qui, depuis 2312, raconte ce qui s'est passé. Donc, en particulier, notre histoire et l'histoire qui nous attend. Je donne cet exemple pour une raison assez simple, c'est qu'il y a là, c'est très court, c'est des sortes d'intermèdes dans son bouquin, dans 2312, hein, et cette historienne fictive, elle dit, voilà, jusqu'en 2060, il y a une période qui va se dénommer a posteriori, elle est en 2312, hein, la grande indécision. On ne fait rien, c'est la catastrophe, on bouge. Ok. Ensuite, il dit, il y a une deuxième période, c'est la période des catastrophes, la crise. 2060 à 2130. C'est catastrophe sur catastrophe, inondations, etc. Là, c'est terrifiant. Des morts, tout ce qu'on veut, etc. Bon. Et puis, il y a un grand retournement en 2130. C'est l'historien qui dit ça. Et ce qui est super intéressant lorsqu'on lit cette histoire, alors, moi j'en ai parlé avec lui, parce que je l'ai vu au Utopia, j'ai discuté avec lui, et quand je l'ai vu à cause du Covid, ou grâce au Covid, il était un peu plus optimiste que dans 2312. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'il explique par rapport aux IA, c'est que avant 2130, et ce qu'il dénomme une mutation des valeurs, utiliser le numérique, en particulier l'IA, catastrophe. Si notre mentalité consiste encore et toujours dans une logique de marketing, dans une logique de rentabilité, en fait, à créer des mécaniques numériques X ou Y pour exploiter, ça ne peut qu'aller vers le pire. C'est ce qu'il décrit, ce qu'il met en scène, en fait. Mais ce qu'il dit, c'est que s'il y a une mutation des valeurs, si l'on met les technologies, si nativement elles sont pensées par rapport à des logiques d'émancipation, oui, ça peut faire la différence. Un peu comme dans la logique du logiciel libre, si vous préférez. Et ça, c'est assez passionnant, parce qu'au fond, il nous dit, si c'est pour qu'il y ait des milliers et millions de personnes qui sont travailleurs du clic sous-payés, si c'est pour faire en sorte qu'il y ait des éleveurs d'IA qui soient, qui au fond font un boulot masqué
là où, en lieu et place de gens qui bossent de façon ouverte, si c'est pour avoir des boîtes noires qui ne font encore et toujours avec plus de puissance que nous permettre plus d'exploitation et d'extractivisme, c'est ridicule. Ça va contre son propos. Ça veut dire une chose, parce que lui qui aussi a travaillé la question liée aux bases et d'autres, aux coopératives et à tout ça, ça veut dire au fond que ce que ça nous raconte, c'est que pour passer de ce que Bernard Stiegler, le philosophe, malheureusement Anna Lambert n'est pas là, je vais parler un peu de Bernard Stiegler, il a des mots, un peu des gros mots pour dire, voilà, comment passer d'une logique anthropique, c'est-à-dire destructrice, à une logique qu'il appelle néganthropique, c'est-à-dire qui crée en gros d'un cercle vicieux, un cercle vertueux des technologies. C'est un peu ça qu'il décrit. Bon. Et là où l'apport de Kim Stanley Robinson est passionnant, et de cette historienne fictive, c'est qu'il permet d'y surpuissance à partir de 2130, alors on ne sera pas là visiblement, et donc maintenant il dit que ça pourrait peut-être arriver plus tôt, mais que, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, il n'y a pas de transition numérique, il n'y a même pas de transition écologique. Il n'y a qu'une transition, c'est une transition de société, on l'a bien vu pendant longtemps. La question n'est pas celle du revenu de base, la question est de la société dans laquelle on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre une société où chacun peut vivre décemment et s'émancipe par ce qu'on peut appeler le travail, qui n'a rien à voir avec l'emploi, c'est-à-dire ce qu'il fait, ou est-ce qu'au contraire, on se dit non, absolument pas, on n'a pas le choix, pour garder la protection sociale, le minimum, il faut que tout le monde soit précarisé, hein, ou alors c'est la société de compétition de tous contre tous, et dans ce cas-là, les IA sont parfaites. Parce que la technologie, c'est une puissance, c'est un catalyseur. Les IA d'aujourd'hui sont plus puissantes que d'autres technologies d'hier, mais ça veut dire quoi? Ça veut certes dire que ça offre plus de possibilités du meilleur comme du pire. C'est ça que ça veut dire. Et ça suppose plus encore une hygiène, une éducation que l'on n'a pas. C'est-à-dire que ces technologies, qu'à un moment donné, les IA d'aujourd'hui puissent passer les examens de grandes écoles à 90% et être prises, quelque part, c'est une bonne nouvelle. Ça nous montre que nos grandes écoles sont des institutions du conformisme. Ça voudrait donc dire que la question qu'on devrait se poser, c'est, puisque le vrai problème, c'est pas la machine, c'est le devenir machine de l'humain. C'est ce que disait Philippe Cadic. C'est comment on fait pour ne pas devenir nous-mêmes des machines. Et comment on peut utiliser ces machines, justement, pour être plus humain, plus encore qu'humain, avec les non-humains, dans une logique d'interdépendance plutôt que dans une logique d'exploitation. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est donc un enjeu de société. Et ce qui est très bien avec des auteurs comme Kim Stanley Robinson et beaucoup d'autres de la science-fiction, c'est que ces gens-là, en nous projetant dans un futur, se posent ces questions-là. Comment faire pour que ces technologies, plutôt que de nous transformer nous-mêmes en machines, cultivent ce qu'il y a de plus humain en nous, l'empathie. Est-ce que vous pensez qu'une IA, lisez les textes de diplomatie qui ont donné lieu à la naissance d'Israël, vous verrez en fait, ça s'est joué à un bec plutôt qu'un lait, à des détails de diplomatie. Pensez à la poésie. Les larges modèles de type IA générative sont totalement incapables de ces détails presque hyper discrets, hyper fins, inframinces de la diplomatie ou de la poésie. C'est-à-dire, et ça durera très longtemps avant qu'ils ne puissent, ils ne pourront même jamais, à mon sens. C'est ma conviction. Ils pourront remplacer plein de boulot. Les machines pourront faire un tas de choses. Mais plus elles vont être puissantes, plus elles vont nous poser la question. Tout simplement, en miroir, de nous, en tant qu'humains. L'IA est notre miroir, un peu défendu. Ça, c'est mon premier point, qui est déjà un peu long, je m'en excuse. Deuxième point, j'ai des plus courts. Les imaginaires de l'IA. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais dans l'Iliade, il y a Héphaïstos, le dieu forgeron. Héphaïstos, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des trépieds qui vont servir de manière automatique les dieux de l'Olympe. Il crée un chat automatique, il crée un chien, il crée des automates qui semblent vivants. Il se crée 2 servantes en or qui pensent et qui parlent pour l'assister. Les imaginaires de l'IA, des créatures artificielles, mais c'est beaucoup plus ancien que la discipline de l'IA qui est née en 1956 au Dartmouth College aux États-Unis.
Je veux dire, cette logique de créer une intelligence et une vie, à l'antithèse du décalogue de la Bible, tu ne créeras pas être à notre image, ça existe depuis la nuit des temps. Je ne parle même pas du golem. Voilà, donc ça, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que se poser la question de ce que nous pourrions faire avec l'IA, c'est pas de dire non, il faut juste être raisonnable. Non, il faut assumer ce fantasme, quelque part, qu'il soit vrai ou faux, quelque part. Les histoires que l'on va se raconter par rapport à tout ça. Et parmi ces histoires, oui, il y a celle du remplacement. Et c'est clair qu'il y a une partie des activités humaines, et pas simplement les activités, on va dire, manuelles. Digression, j'adore les digressions, c'est un peu mon défaut mignon. Penser à faire moi je suis incapable de faire ça, je me fais tout le temps engueuler par mon épouse sur le ménage. Mais allez dans les coins, faire un vrai travail de ménage, mais une IA est incapable, un robot mené par une IA est incapable. Le Roomba, il peut vous faire effectivement un sol plutôt plat, mais avant que des éléments manuels d'une grande finesse puissent être faits par un robot avec son IA agentique, c'est-à-dire son IA fonctionnant de manière autonome, avant que ça puisse arriver, on est loin du compte. Tout ce qui est d'une extrême finesse manuelle, on n'y est pas encore. Alors qu'effectivement, pour les journalistes, pour les avocats, pour la radiologie, pour des tas de choses, ça va très 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 vite, la logique du remplacement. Donc, voilà, il faut avoir conscience que cette logique du remplacement, elle nous obsède. Elle est vraie, elle est fausse. Autre digression, autre anecdote pour bien comprendre le contexte qui est le nôtre lorsqu'on discute d'intelligence artificielle, sachant que les Anglais, le terme artificial intelligence, c'est une intelligence logico-déductive. Donc c'est pas l'intelligence spirituelle, c'est pas l'intelligence manuelle, c'est pas l'intelligence, c'est pas la subtilité de l'intelligence, c'est un certain type d'intelligence, bien spécifique. C'est pas toute l'intelligence, loin s'en faut. Donc, à part de digression, je pense que je vais me perdre, surtout avec mes notes non faites par l'IA, mais donc, qui sont totalement incompréhensibles. Je vois là qu'il faut que je parle de la 9000, voilà, j'étais en train de parler donc, de cette mythologie de l'IA, et liée à la mythologie de la robotique, chose qu'il faut avoir en tête, parce que là on parle de revenus de base. Le terme robot, savez-vous d'où il vient? Eh bien, le terme robot, il vient d'un texte de 1921, d'un dramaturge qui s'appelle Karel Čapek, tchèque. Et c'est son frère qui a trouvé le terme robot, tiré du tchèque robota. Et qu'est-ce que veut dire robota? Travail forcé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'origine même de cette mythologie littéraire, il y a la question du remplacement et la question du travail. Les robots, les IA, les mécaniques vont faire le travail à notre place. C'est-à-dire que ce que je vous racontais par rapport à ce qui est, à mon sens, la véritable hantise, c'est-à-dire comment nous ne devenons pas des machines. Parce que franchement, le nombre de machines que je vois autour de moi, bien souvent, je suis allé à la télé, waouh! Machine humaine, évidemment. J'ai beaucoup plus peur d'être la fabrique de clones culturels et d'une efficacité par rapport à la fabrique de machines et de robots opérationnels qui est absolument dingue. Donc voilà. Imaginez, concevoir, comprendre que la raison est utile, la critique est nécessaire, mais qu'il faut aussi prendre en compte ces imaginaires de transformation, ces imaginaires de l'IA, et pourquoi pas s'interroger sur comment et de quelle façon, plutôt que d'aller dans un sens qui nous semble plutôt délétère, eh bien, ces imaginaires construisent, mettent en scène, nous font voir, nous font percevoir l'humain, y compris dans ses usages avec les technologies. Et j'en arrive donc à mon troisième point. Vous avez vu, c'est très organisé. Donc, mon troisième point, qui est, et puisqu'on parle de transition de société, comme je vous l'ai dit, la transition numérique, c'est une blague, la transition écologique, ça semble avoir plus de sens, mais elle ne peut réellement se construire que c'est une transition de société. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces mondes de la science-fiction? Là, on trouve paradoxalement des pièces qui, alors qu'ils sont peut-être pas, le terme revenu de base, vous aurez du mal à le trouver, mais il y a des équivalents très nombreux. Dans beaucoup de romans de science-fiction,
plus que le film. Je pourrais citer des auteurs, mais je ne sais pas si ça vaut la peine, parce qu'il faudrait que je puisse les épeler, ou voilà, ça prendrait du temps. Des gens comme Icahn, comme Becky Chambers, il y en a beaucoup. Eh bien, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que dans l'emploi n'existe pas bien souvent. La croissance, c'est quoi la croissance financière? Je veux dire, notre monde, nos puissants, nous propose une série de blagues absolument hallucinantes. Celle de la croissance, on est dans quand même la blague, croissance uniquement financière, tout comme l'intelligence uniquement logico-déductive. Voilà, tout ça devrait nous donner de l'espoir, puisque ça nous laisse un champ pour nous développer autrement ailleurs, absolument magistral. Et dans la science-fiction, vous avez un nombre d'histoires, de métaphores, de dispositifs. La science-fiction est capable de nous faire voir et mettre en scène des mondes alternatifs. Et ces mondes alternatifs, ils ont d'autres valeurs, d'autres façons de fonctionner, même si les relations à leur sein sont totalement crédibles et légitimes, ce qui nous fait entrer dans ces histoires. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant, très porteur. C'est-à-dire, lorsque vous découvrez le monde de Icahn, dans son roman Visite, dans un roman qui m'enseigne une IA qui s'appelle Résolution, qui prend acte de l'effondrement, qui crée son propre langage, qui crée des sortes de quantes, etc., qui assume dans son monde des logiques vraiment pour le coup écologistes par rapport au réchauffement climatique. Donc il y a une branche d'espoir, il y a aussi du désespoir, mais ce sont des mondes qui, si vous les découvrez, sont d'une proximité par rapport tout simplement aux idées qu'on a partagées entre nous toute la journée, qui sont assez hallucinants. Parce que tout simplement, ces auteurs, Icahn, c'est une autrice qui elle-même est atteinte du trouble du spectre autistique, comme on dit. Elle met en scène des scènes d'épilepsie hallucinantes. Son personnage central de Visite, c'est une jeune femme qui a une prothèse donc, technologique pour lui permettre de vivre, en fait, tout simplement. Et bien là, il y a des clés. Voilà. Il y a des clés qui sont d'autres dispositifs, d'autres systèmes. Au bal des actifs, qui est la première anthologie autour du travail de la Volte, qui est donc l'anthologie dans laquelle on est l'édition de Alain Damasio, entre autres choses, il y a des textes qui mettent en scène le revenu universel. Il y en a un de Norbert Jarnian, logique de reconnaissance. Alain Damasio lui-même, dans son texte, met en scène cette logique du revenu universel. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus, mais et les technologies, dans le meilleur comme pour le pire, et le revenu universel sont mises en scène autour de ce type de bouquin. Et on pourrait multiplier les exemples. Ce qui est intéressant, c'est que ces exemples-là nous permettent de nous projeter, non pas dans un monde parfait, parce que c'est insondable, et puis ce serait tellement un monde parfait, mais un monde dans lequel il y a des tas de choses qui se passent, bien souvent négatives, mais dans lequel des clés d'autres types de valeurs se tissent, et on entre dedans, et donc on peut imaginer, effectivement, comme dans Résolution de Icahn, une IA qui soit une IA psychologue, neutre, c'est possible, dans une île où on essaye de se reconstruire. Je me demande si c'était pas Saint-Pierre-et-Miquelon d'ailleurs. Bon, voilà. Mais je crois que c'était ça. Je vérifie. Je pensais là, mais je crois que son île de reconstruction où chacun oublie son statut en fait, et se reconstruit collectivement avec une IA qui sert de sorte d'arbitre, une IA psychologue. Je crois que c'est à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il faut vraiment que je vérifie, parce que là, j'aurais dû vérifier, mais pour mes notes, je ne l'ai pas noté là. Donc voilà, c'est pas fait. Toujours est-il que voilà, je pourrais vous donner, si vous me demandez, je vous enverrai un mail avec des exemples de textes, de nouvelles, de romans qui mettent en scène tout ça, qui nous permettent de comprendre, oui, il y a d'autres façons de faire, d'autres façons d'utiliser la technologie, dès lors que l'on pense en termes de transformation de société, et pas simplement en numérique, on doit y aller, sinon on est excommunié par Macron, ou par les autres. Et bien ça, voilà, il y a là de quoi, en tout cas, nous guider et nous donner des idées, me semble-t-il. Je pourrais continuer, mais je pense que j'ai déjà été trop long. Effectivement, il y a d'autres manières de faire. Désolé, je ne vous avais pas prévenu, je viens d'improviser maintenant. On va tout changer. On est sur le revenu de base. On est donc sur l'idée qu'on va partager le pouvoir. Et bien on va le faire là de manière pratique. Tout le monde ici, moi y compris, on va choisir quelqu'un parmi vous pendant 20 minutes. C'est vous qui allez continuer. Maintenant, vous allez prendre nos salles. Pour qu'on ait le droit de parler, il faut que l'une des personnes choisies refasse revenir quelqu'un.
Voilà. On ne pourra pas dépasser une demi-heure. Si on fait 20 minutes, c'est bien. Voilà, donc. Venez, choisissez, déclarez-vous que vous avez envie de venir parler. Vous avez des questions ou dire quelque chose. Ça peut être une question, ça peut être parler. Et nous, on n'a pas le droit de parler tant qu'on ne nous a pas rappelé. On se lève et on donne. Comment on se lève? Je me lève. Ah non, non, C'est l'idée, non, c'est l'idée. Mais on va là-bas. Voilà, ok. On partage. On partage le pouvoir. Venez, 4 personnes. 4 personnes, allez. On est sur la société de demain. Revenu à base. On a partagé le pouvoir. Venez, 4 personnes, allez. Et nous, on aura le droit de parler quand vous nous aurez rappelé. Voilà. Quand vous en avez marre, vous sortez, vous ramenez quelqu'un. Voilà. Du coup, c'est nous. Du coup, je comprends rien. moi, ça va être des questions. Moi, ça va être rapide en fait. Bonjour, merci pour vos interventions super intéressantes. Moi, j'avais un peu une question qui s'adressait particulièrement à la personne experte ici présente sur le sujet de l'intelligence artificielle, mais aussi un peu à tout le monde au sujet de l'impact écologique de cet outil qui se développe, et ça n'a pas été trop développé dans vos interventions. Et du coup, juste j'ai fait une recherche rapide sur notre ami Google, sur voilà, un exemple d'impact, et j'ai envie de le partager, que tout le monde ait en tête au moins une notion. Donc c'est un chercheur américain qui s'appelle Xiaolei Ren, qui qui a fait une étude sur l'impact de l'intelligence artificielle, l'impact écologique, et pour une requête sur ChatGPT, la requête en question, c'est pour écrire un mail de 100 mots. Ça demande, en termes de consommation d'énergie, une bouteille d'eau. C'était pas précisé d'ailleurs, un litre, mais bon, j'imagine. C'est 500 millilitres si on parle de cette étude-là. Ah, merci. Donc 500 millilitres et 14 ampoules LED allumées pendant 1 heure. Voilà, donc ça c'est juste pour une requête et d'une personne, sachant que voilà, on peut imaginer. Xiaolei Ren, donc S-H-A-O-L-E-I-R-E-N. Et donc voilà, moi j'avais envie de rappeler aussi ça dans ce sujet-là. Et je me questionne sur, dans le milieu des professionnels de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est un sujet, comment c'est abordé, pris en compte, sachant que voilà, on est assez conscient et consciente des limites planétaires. Voilà. C'était... Je me rassois. Non, attends. Comme ces règles sont improvisées, personne n'est au courant sur le truc, donc je vais préciser les règles. Vous aurez le droit de quitter la salle une fois que chacun aura parlé. D'accord ? Une fois que chacun vous a parlé, vous pouvez aller et vous pouvez reprendre un des intervenants de votre choix qui aura le droit de nouveau s'exprimer. Mais vous avez le droit aussi de garder le pouvoir, vous faites ce que vous voulez. D'accord, merci. Je pourrais répondre en partie aussi à la question après, mais c'est pas pour ça que je suis là. Moi, il y avait un peu ce narratif sur l'IA est une révolution qui va nous remplacer, qui est quelque chose qu'on entend assez souvent. J'ai pas de réponse pour savoir si ça va effectivement être le cas. Hein. Personne ne peut prédire le futur. Par contre, je pense que l'histoire peut nous informer en fait de certaines choses, et en particulier en fait le narratif de se dire l'IA est là pour, enfin, une technologie donnée va complètement révolutionner le monde et va permettre aux travailleurs, aux travailleuses de bosser moins longtemps ou de partir, on va dire, de partir plus souvent en vacances, ce genre de choses. Ça, c'est pas un narratif qui est nouveau du tout. En fait, dès lors qu'on s'interroge sur, qu'on regarde sur la machine à vapeur, sur l'amélioration de la productivité, alors moi j'ai en tête surtout des narratifs qu'on a dès la révolution industrielle, la première, c'est de se dire, vous avez cette machine qui est plus productive, cette machine qui est plus productive permettra aux salariés de travailler moins longtemps. C'est pas du tout ce qui se passe en pratique. Ce qui se passe en pratique, c'est que on a l'exode rural, on a les salariés enfin les travailleurs à l'époque, qui sont soumis à des cadences infernales parce que justement ils sont asservis à la machine. Et le mot asservissement, c'est à la fois l'asservissement de l'esclavage, mais aussi l'asservissement presque technique, scientifique du
le mot asservissement, il a un sens dans toute la théorie du contrôle en mathématiques. Et là-dessus, en fait, ce qui permet justement de poser la question, de répondre à cette question, une augmentation de la productivité n'est pas systématiquement... ce que je veux dire, c'est, une augmentation de la productivité, c'est pas mécaniquement un remplacement ou une disparition du travail, c'est une reconfiguration de l'espace de travail et des rapports de production. Et systématiquement, ça se fait, sans correction politique, ça se fait au détriment du travailleur, ou plutôt ça se fait, travailleur ou travailleuse, ça se fait à l'avantage de la personne qui a le pouvoir sur justement le déploiement de la machine. La personne qui a le pouvoir sur le déploiement de la machine, il y a plusieurs lectures politiques qui existent, moi j'apporte une vision qui est peut-être un peu plus communiste, anarcho-communiste, c'est celle du capitaliste. Et en fait, à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est que OpenAI, les grands acteurs qui portent le récit de l'IA, parce que l'IA est un récit, avant d'être une technologie, c'est un récit. C'est pas moi qui le dis, c'est la présidente de la fondation Signal, de Signal, Meryl Whittaker. L'IA, c'est un récit. Et ce récit-là, il est là pour nous donner envie d'utiliser cette technologie et de la rendre impossible à éviter. Et en fait, je regardais une note que j'avais d'un blog post que je vais vous partager ensuite. Je vais arrêter de monopoliser la parole parce que j'ai quand même beaucoup fait. Allez, c'est l'effet des mots. Donc un ancien chercheur qui a un post de blog qui s'appelle alors le blog s'appelle affordance.info, et en fait il dit ça. Posons-nous plutôt la question qui est plus simple en fait, de savoir qui veut ou qui a intérêt à remplacer les radiologues, les secrétaires, les avocats, les institutrices, les puéricultrices, les administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillers d'orientation, etc. Et vous verrez que bizarrement, les enjeux nous apparaîtront beaucoup plus clairement. Donc, voilà ce que je voulais partager. Tu as déjà un micro. Merci du coup pour votre présentation. C'était vraiment intéressant d'avoir différentes perspectives. Étant réalisateur, effectivement, je me pose beaucoup de questions aussi pour la suite des jeunes qui sont actuellement en école de cinéma. Je suis intervenu d'ailleurs sur une masterclass à Rambouillet, à l'école 3IS, où lorsque je discute avec les différents élèves, ils ont très peur de la suite parce qu'il y a déjà une forte précarité dans le milieu audiovisuel. Et je vois, en ce moment, il y a une guerre des récits, tout le monde veut avoir le meilleur récit. Et moi, en fait, ce que j'aimerais interroger, c'est est-ce qu'on serait, même dans le milieu de l'audiovisuel, il va falloir qu'on s'organise ensemble pour créer aussi, potentiellement, au moins, peut-être une dizaine de récits, mais il va falloir vraiment s'interroger aussi sur le nombre de récits qu'on va pouvoir créer. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est sans limite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des récits, des films, des séries sans limite. Et déjà aujourd'hui, sur Netflix, sur toutes ces applications de streaming pour regarder des séries, il y en a déjà beaucoup. Il y en a même beaucoup trop. Et là, moi, je veux revenir un petit peu sur la physique et sur l'entropie. Parce qu'on est dans un système d'entropie où on est en train de créer dans tous les sens. Il y a des initiatives de partout, à tous les niveaux, des séries dans tous les sens. Et lorsque moi je regarde les plus jeunes, ils sont totalement perdus. Ils ne savent même plus. En fait, il y a tellement de choix qu'ils n'arrivent plus à choisir. Ils n'arrivent plus à choisir, ils n'arrivent plus à décider pour des choses simples du quotidien. Et donc, je pense qu'on a véritablement besoin d'une vision commune aujourd'hui, d'un récit sur lequel on puisse s'identifier, avoir un support de réflexion, un socle de réflexion, avoir une série auquel on puisse s'identifier et avec laquelle voilà, on pourrait débattre. Et donc ça, c'est plutôt sur l'aspect audiovisuel, et j'aimerais aussi revenir sur l'intelligence artificielle. Finalement, en fait, ce que ça va nous amener, selon moi encore, je pense que ça va nous amener une question de sens. En fait, ça sert à quoi d'avoir un énième podcast, une énième série, un énième site web d'un moment, en fait, ça va plus faire de sens à plus personne. Et justement, comme on va avoir un gros problème de sens, il va falloir réfléchir à se dire qu'est-ce qu'on fait. Donc, au lieu de se dire, parce que ça va
nécessairement arriver, c'est de se dire comment maîtriser en fait cette phase de chaos. Parce qu'il y a une phase de chaos, tout changement amène un certain chaos. Donc c'est là où j'aimerais qu'on s'interroge tous philosophiquement à se dire, en fait, quelle finalité? Est-ce que c'est finalement une finalité, c'est mon ego, je vais être devant, je veux que ça soit mon œuvre, ou on ne serait peut-être pas en train de réfléchir à essayer de créer une œuvre collective tous ensemble. Bonjour. Alors moi je vais vous parler de deux choses. Un vécu professionnel, et deux, comme je suis dans la chaise de celui qui nous parlait de science-fiction, je vais vous parler d'autres auteurs de science-fiction. Donc la première chose sur mon vécu professionnel. Factuellement, purement factuellement, je suis informaticien. Les institutions et le capital diront ingénieur informaticien. Dans ce contexte, ingénieur est vide de sens. Pourquoi c'est vide de sens? Parce que ça définit un titre, mais ça ne définit pas une activité, et ça ne définit pas le contexte de lutte de pouvoir et de combat que ça représente. En termes de combat que ça représente, il y a deux aspects. Il y a ce que je fais quand j'agis, parce qu'on dit souvent code is law, et ce que je code devient la loi de ceux qui vont exploiter ce que je code, parce qu'ils n'auront absolument pas leur mot à dire sur comment utiliser ce que je leur ai fourni. C'est moi qui décide, c'est moi qui fais le code, alors évidemment sur ordre de mon chef, mais c'est récursif, mais quand vous êtes devant un logiciel et qui vous demande de cliquer sur OK ou annuler, si moi j'ai codé OK et annuler, il n'y a pas de troisième voie, vous n'avez aucun choix. J'ai pris le pouvoir. Ça, c'est le pouvoir que moi j'ai. Et ensuite, il y a aussi ma lutte. Parce que dans cette lutte, quand je disais ingénieur, c'est vide de sens, ce que je suis réellement, selon la façon dont j'arrive à mener ce combat, c'est soit artisan informaticien, soit ouvrier informaticien. Et c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que l'artisan, c'est celui qui affûte ses outils, qui s'en sert et qui crée quelque chose avec. Et dans ce combat, je subis aussi, parce que j'utilise des outils informatiques, le pouvoir d'autres codeurs qui ont fait la loi pour moi. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Je dois prendre une décision, et c'est un combat. Est-ce que c'est moi qui maîtrise mes outils, ou est-ce que ce sont mes outils qui me maîtrisent? Ça fait toute la différence. C'est aussi pour ça que je combats pour le développement des logiciels libres, parce que c'est des outils qui ont été faits par d'autres. Sauf que dans un logiciel libre, je peux récupérer le code et je peux l'adapter si les menus, les 3 options ou 4 options qui me sont données ne me conviennent pas et que j'en veux une 5e, je peux la rajouter. C'est moi qui maîtrise mon outil. Si j'utilise un logiciel propriétaire, qui va être fait soit par un GAFAM, soit par n'importe quelle autre société d'informatique propriétaire, je vais avoir besoin pour mon travail d'utiliser l'outil pour faire des choses, je ne pourrai les faire que de la façon qu'a prévu celui qui a fourni l'outil. Et donc ça, c'est vraiment important, et c'est pour ça que ingénieur informaticien, c'est vide de sens la question. C'est êtes-vous ouvrier informaticien ou artisan informaticien? C'était ça. Ensuite, je vais parler un petit peu vite fait avant de rendre la parole d'autres auteurs. Alors déjà, si on cherche un autre auteur que je trouve intéressant, qui a mis, alors c'est pas au centre de son récit, mais il y a un revenu de base dedans, je vous conseille de lire Peter F. Hamilton, Le cycle de Pandore, pour ceux que ça intéresse. Et ensuite, on va retourner sur la robotique. Il y a 2 autres auteurs, parce que là, je vous amène, on a toujours tendance à se projeter dans le futur comme une continuation du présent. Alors que ça arrive sur des courtes périodes, mais sur la longue histoire, on voit qu'il y a des ruptures et des changements. Et aujourd'hui, on se dit que l'IA, ça va se développer, qu'il va y en avoir de plus en plus. Certains pensent que ça va faire disparaître le travail et que ça va pouvoir remplacer tout ce qu'on fait. Moi, dans ma réflexion, je vois un certain nombre d'obstacles à ça et des choses qui peuvent retourner les choses. Un de mes collègues tout à l'heure, je ne connais pas ton nom, excuse-moi, Phil, ouais, a parlé du coût énergétique et en eau et autres c'était pardon, je m'excuse.
Et donc, se pose aussi la question, avec l'épuisement de nos ressources et autres, est-ce qu'on aura suffisamment de pétrole et de sources d'énergie à donner à toutes ces machines pour les faire manger, pour qu'elles puissent faire tout ce travail à notre place? Je ne sais pas si ça va durer. Ça, c'est juste une contrainte technique. Il y a aussi les contraintes humaines. Politiquement, je veux dire, même si on a tendance à abandonner notre pouvoir, on peut aussi parfois le reprendre. Et là, je parle de deux auteurs, l'un qui est Frank Herbert, qui nous a fourni le cycle de Dune. Et c'est un cycle de Dune où, justement, il parle d'une époque où il y a eu un développement des machines. Et finalement, les gens ont décidé que ces machines ne leur plaisaient pas du tout. Et ont décidé que ce serait interdit de faire, alors j'ai plus la citation exacte, des machines dont le fonctionnement de la pensée est à l'image de l'homme, je ne sais pas quelle est la formule exacte, mais quelque chose de proche de ça, ont été définitivement prohibés. Ensuite, on a aussi un autre auteur, on ne peut pas parler de robots sans parler de Isaac Asimov, dans lequel on pense toujours et on parle toujours des 3 lois de la robotique, mais il y a quelque chose d'autre de fondamental. C'est que l'US Robotique qui fabriquait les robots avait l'interdiction stricte de fournir, de faire opérer des robots sur Terre au milieu des humains. Parce que les humains avaient peur de ces machines et avaient décidé que, ok, dans les colonies dans l'espace, sur les stations orbitales et autres, oui, sur Terre au milieu de nous, hors de question. Est-ce que dans l'avenir, collectivement, nous décidons d'avoir des IA qui vont faire tout à notre place et au risque qu'elles aient un impact, ou est-ce qu'on en aura peur, à raison ou à tort, je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment elles se développeront, mais peut-être aussi qu'on décidera de ne pas le faire. Voilà, je n'ai pas de boule de cristal pour le dire, c'est juste que la science-fiction, elle propose aussi d'autres voies. Enfin voilà. J'ai fini. Merci. Vous nous laissez la place? Pardon? Vous êtes d'accord pour qu'on revienne? Ouais. Ah, oui, oui. Et moi, le problème, c'est que je vais devoir y aller en plus. Donc, Merci. Du coup, c'est qui répond à quelle question? Bon, on peut. Moi, je veux bien répondre à toutes hyper rapide, et après, tu compléteras bien. Mais hyper rapide. Non. On va essayer d'être divers. Donc, pour la réponse aux questions, vous allez prendre chacun votre tour le micro. Si vous ne voulez pas répondre, effectivement, vous ne répondez pas, et c'est toi qui réponds à tout à la fin. Mais pour être sûr qu'effectivement, tout le monde s'exprime. Allez-y. Du coup, s'il faut que je sois rapide pour la première question. Il n'y avait pas que des questions. Comment? Ah oui. Alors d'accord. Pour la première question, oui, ça peut être. Je ne l'ai pas abordé parce que je pense que le discours que j'ai voulu dire était déjà assez fort en termes de. Donc je ne voulais pas non plus faire déprimer tout le monde. Donc oui, de toute façon, si on regarde bien, on atteint le pic pétrolier bientôt. Enfin, il y a plein de questions. Et puis, si on doit regarder en termes de consommation énergétique par rapport à l'investissement, on peut faire une relation assez rapidement. Donc si on veut investir 1000 milliards, ça veut dire qu'on va polluer à hauteur de 1000 milliards, hein, évidemment. Donc oui. Mais ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? La deuxième, c'était sur le narratif. C'était sur le. La deuxième, c'était sur le narratif de l'IA, le grand récit, en quelque sorte. C'était. Voilà. Ok. En fait, moi, par exemple, je sais plus c'était qui avait parlé de ça, mais en tout cas, moi, il y a alors moi, il y a un point de vue déjà. Moi, je pense pas que le travail va être remplacé. Je pense que le message que je voulais faire passer, pas bien passé dans ce que je voulais dire, mais en gros, c'est le travail qui a pour but d'être rentable qui peut être remplacé. C'est exclusivement ça que je parle. Et aujourd'hui, on est dans une société où on a un but, c'est d'être rentable. Et donc c'est là où le problème vient. Et donc moi, c'est pour ça que je pensais, comme tu disais, Ariel, c'est qu'il faut repenser le système. Et donc une transition sociale, c'est ce qui permettra de changer de logique. C'est pour ça que je pense au revenu de base en particulier. Maintenant, c'était quoi la dernière? Parce qu'il faut Non, pas du tout. Tu vas penser ce que tu veux. Ah oui, mais moi j'aime bien. Bon, voilà. Ouais, bon, merci. Oui, sur cette idée de remplacer ce qui est rentable, effectivement, du coup, comme je le disais, dans le cas de ce que j'appellerais pas des créations, mais des productions de l'industrie culturelle et créative, là, effectivement, on va pouvoir faire, il n'y aura même plus de droits d'auteur à payer, en plus, bon voilà, tout ça va être absolument génial. Mais par contre, je pense pas effectivement que sur ce qui est profondément créatif, la machine, comme tu le dis aussi, je veux dire, la machine, sur ce qui relève de l'émotion, sur ce qui relève de l'expérience, lorsqu'on crée, on est aussi parfois, c'est l'erreur parfois, qui nous amène à trouver la bonne option,
je crois que là-dessus... par contre, peut-être que des créateurs pourraient s'amuser à les faire bugger les machines. Je pense qu'on peut s'amuser à créer avec les IA en jouant sur les bugs, en les détournant. Je crois que là, il y a matière et effectivement, je pense que là, justement, on peut commencer aussi, à travers ça, à inverser le narratif, justement. Il y a peut-être une option aussi voilà, de les détourner, probablement. Après, justement, il y avait une chose aussi dont Guy Vallet, tout à l'heure, nous disait que chaque fois que une machine remplace l'homme, il faut songer à non, comment il le disait, j'ai oublié, j'ai pas retenu. Chaque fois que la machine remplace l'homme, elle doit contribuer à son existence. Alors malheureusement, il y en a un qui est tout à fait d'accord avec ça, c'est Sam Altman. Et là, donc pour lui, il n'y a absolument aucune incompatibilité entre l'IA et un revenu universel, je ne sais pas comment il l'appelle. Par contre, là, sur l'enjeu du narratif qui est derrière, de l'intention politique qui est derrière, je ne suis pas sûre d'être tout à fait d'accord avec lui. Et c'est là, voilà, donc il y a ça aussi. Hein. C'est vrai que je disais que je ne pensais pas que peut-être tous les récits de l'IA mettraient en valeur le revenu de base, mais bon, aussi, en fait, il se trouve que Sam Altman, lui, des règles de défense, et dit que de toute façon, il va y avoir tellement de suppression d'emplois qu'il faudra bien donner de quoi vivre à ces gens-là. Le problème, c'est quelle est la philosophie sociopolitique qui est derrière. Donc là, voilà, je crois que là, on a une guerre des récits, effectivement. Ok. Bon, oui, sur la question écologique, c'est une évidence. En fait, les data centers, en termes de dépenses en eau, et dépenses en énergie. Ouais. À l'eau, je m'en souviens. Mais en termes de dépenses en eau, de dépenses en énergie, c'est apocalyptique. Et quand on voit les courbes, on se dit très clairement que s'il n'y a pas une révolution dans les dépenses énergétiques et en eau des IA, dans 20 ans, il y en a. Ça marche. Donc, franchement, les chiffres sont assez hallucinants. Donc déjà, c'est une limite très forte à la logique de révolution aujourd'hui. Ensuite, sur les logiques de récit, je pense que c'est tout à fait passionnant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Benoît Hamon, il expliquait le revenu de base qu'on allait faire une taxe robot. La productivité qu'on allait gagner, alors les gens se sont moqués de lui, le terme n'était pas heureux, etc. Mais l'idée qu'il y avait derrière était d'une grande simplicité. S'il y a plus de productivité, ben, on en profite pour la protection sociale, pour les humains, en quelque sorte. Mais au-delà de ça, oui, dans les récits, alors, les multiplicités des récits et le sens. Pensez à Her de Spike Jones, film de 2013. Voilà, juste pensez à ça. Il y a aujourd'hui Replica. Quand on dit que Sam Altman, en fait, patron d'OpenAI, oui, son rêve, c'est capitaliste, c'est que on est des compagnons IA en permanence avec nous, on puisse plus s'en détacher, ils vont nous écouter, ils vont nous entendre, ils vont nous proposer des tas de choses absolument extraordinaires dont on a absolument besoin. Je veux dire, c'est aujourd'hui ça, l'IA, clairement. Donc c'est une caricature de Samantha, c'est-à-dire le système d'exploitation de Her de Spike Jones, qui pour le coup a été très éclairant par rapport à ce que ça signifie aussi, par rapport à la fascination qu'il y a derrière. C'est ça qui est bien dans ce film, quelque part. Mais en même temps, le réveil à la fin, quand il se rend compte que son IA, dont il est amoureux, est amoureuse en même temps de 60 000 personnes, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc, ce qui est passionnant, c'est qu'avec ce qui se passe, il y a des gens qui aujourd'hui ont des compagnons IA via des systèmes comme Replica, des films comme Her sont précieux. Ils nous permettent de prendre cette distance. Donc on a besoin de cette multitude de récits qui nous permettent tout simplement de nous dessiller les yeux via des figures de l'impossible ou du possible. Donc on a effectivement besoin de contre-fiction. Il y a nécessité, en quelque sorte, de nous raconter d'autres histoires entre nous. Alors les médias ne sont pas très ouverts à ça, mais il y en a, en tout cas il y en a pléthore, et après la question va être comment on relie ces contre-fictions les unes aux autres pour les rendre plus lisibles, plus visibles collectivement, et pour en tirer des idées, des pistes, ici et maintenant, dans ce que l'on construit dans l'aujourd'hui. C'est ce paradoxe, j'ai la conviction qu'on a à la fois besoin de se projeter dans loin et de revenir dans l'ici et maintenant par rapport à nos actes. Et il y a en est l'une des démonstrations de manière tout à fait claire. Pour finir par rapport à notre dernier intervenant, j'avais écrit un article il y a un temps où je comparais les véritables hackers et les gens du logiciel libre aux ludites, aux casseurs de machines. Parce qu'on a mal compris les casseurs de machines. Les casseurs de machines n'étaient pas contre les machines. Ils étaient
étaient contre les machines, les tisserands des Midlands, ils étaient contre les machines qui détruisaient leur art, leur savoir-faire, le travail, leur savoir-faire. Je veux dire, or, qu'est-ce que font les véritables gens du livre et les hackers, les artisans du développement informatique? C'est que s'ils ont envie de faire, collectivement, les uns avec les autres, c'est quelque chose de l'ordre de l'artisanat. Ils ne veulent pas être dépendants uniquement. Et donc, j'avais effectivement expliqué à l'époque que d'une certaine manière, les ludites étaient les véritables ancêtres des hackers blancs. Voilà. Bon, c'était une provocation, bien évidemment. Mais je pense que là, il y a quelque chose qui peut nous accompagner. Et puisqu'il faut qu'on conclue, parce que je pense que le temps court, j'aimerais juste pour finir vous parler de mon robot favori, qui est un robot qui est dans les histoires de moi et de robots de Becky Chambers. Son premier tome, les 2 tomes aujourd'hui, s'appelle Un psaume pour les robots recyclés sauvages, et c'est un robot recyclé sauvage. En fait. Et ce robot recyclé sauvage, donc, il est sur une planète, qui s'appelle Panga, qui en fait est le miroir de notre Terre, qui aurait réussi sa transition écologique. Avec des villes qui sont en caséine, etc. Donc tout fonctionne selon les cycles, quelque part. C'est une sorte de planète libertaire. Et ce robot recyclé sauvage, à un moment donné, on se rend compte que les robots ont quitté toutes les usines pour essayer d'apprendre ce que c'est que d'être vivant. C'est totalement impossible, évidemment. Mais ça nous montre en décalage, ce robot philosophique, quelque part, ce personnage philo-fictionnel, il nous montre en décalage la nécessité de s'interroger. Ce robot, à un moment donné, comme il est recyclé sauvage, pour comprendre ce qu'est l'humanité, ils veulent comprendre ce qu'est aussi la mort, donc ils ne remplacent pas toutes leurs pièces. Finalement, il va décider, parce qu'il y a des pièces, de la remplacer. Il ne va pas vouloir que ce soit, par exemple, en caséine, parce qu'à cause du lait de la vache, il veut connaître cette vache. Je veux dire, il est dans une relation d'amitié, d'interdépendance. Et la logique du revenu universel, c'est celle-là. Et c'est là où ça se connecte à la transition écologique. C'est des logiques d'interdépendance. On a besoin de savoir qui on est, comment on est, c'est quoi être vivant, de relier tout ça. Et le robot recyclé sauvage de Becky Chambers, qui est une sorte d'anti-IA finalement, quelque part, nous permet d'éclairer la chose, de nous décaler pour comprendre et nous aider à penser et à réfléchir. Et ça, je pense que c'est assez nécessaire. Merci beaucoup, Tammy, parfaitement respecté. C'est juste fini, juste maintenant. Donc, juste un petit truc, quand vous dites qu'il faut des bugs, en fait ça existe, ça s'appelle des biais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va regarder statistiquement quelque chose, ce qui ressort n'est pas forcément ce qu'on avait envie de voir. Voilà. Et donc, il n'y a pas besoin qu'un programmeur introduise des bugs, il y a déjà des biais. Voilà. Et tel quel. Voilà, il n'y a pas de besoin. Donc désolé, je ne vais pas intervenir. Donc, par contre, on va prendre un tout petit peu de plus, juste en max 30 secondes. Si ça dure 10 secondes, c'est bien. Chacun une petite conclusion. En max 30 secondes. Allez-y. Est-ce que ça marche? Ça marche. Merci. Merci à tous. Et soyez pour le revenu de base. Pour le revenu de base. Non, j'ai trouvé la version du débat intéressante. Ça, c'était la petite surprise. Était plutôt bien ce déplacement. Et je crois que c'est aussi ça qu'il faut faire, aussi par rapport à ces enjeux de récit et d'IA. Ces petits déplacements permanents pour regarder les choses différemment. Alain Lambert n'est pas là, donc il ne pouvait pas parler. Philosophe, proche de Bernard Stiegler. J'ai moi-même été assez proche de Bernard Stiegler, donc finalement je vais conclure comme si j'étais elle avec une notion, qui est le pharmacon. Voilà. Le pharmacon, c'est l'idée de dire la technologie, une sorte de pharmacon ultime, parce que c'est à la fin un poison et une antidote. L'IA est de manière hallucinante un poison terrifiant, potentiellement. Mais ça peut être potentiellement un antidote. Donc l'enjeu, finalement, c'est de se dire comment, avec des idées comme c'est du revenu de base, la transition écologique, les artisans hackers, comment on peut faire en sorte que ce qui est aujourd'hui de l'ordre d'un poison, avec aussi une éducation par rapport à l'IA, des détournements. C'est-à-dire qu'il y a des artistes comme Fabien Zocco, Grégory Katonsky, il y a plein
aujourd'hui qui détournent les IA, qui s'en amusent, qui jouent avec. Ça se développe en fait de manière hallucinante. Ce qui est génial, c'est que l'humain détourne toujours, s'amuse avec les éléments et redonne du sens par ce biais-là. Et donc j'ai envie de dire, voilà, là il y a quelque chose, et c'est là, c'est comme ça, en fait, par l'humour, par le détournement, par l'action sur le terrain, qu'on va potentiellement faire en sorte d'éviter le poison de l'IA pour peut-être en faire potentiellement plutôt une aliénation destructrice, une aliénation au sens de on va découvrir ce qui est extraterrestre en nous et qui potentiellement peut nous enrichir. Donc voilà, soyons donc des extraterrestres et extra-traits d'union terrestre. Merci pour ce mot de la fin. Et allons tous découvrir ce qui nous attend de l'autre côté dans la grande salle. François, pour ceux qui voudraient découvrir le travail d'Anna Lambert, c'est vraiment un petit bouquin très court et qui permet de rentrer aussi dans les réflexions qu'elle nous propose, schizophrénie numérique. C'est très vite lu, ça fait 100 pages, mais c'est très intéressant.